Geoffrey Chaucer est universellement reconnu comme le père fondateur de la littérature anglaise. Né à Londres, vers 1343, il a grandi dans une époque de bouleversements sociaux et politiques majeurs. Il est issu d'une famille prospère de marchands de vin, ce qui lui a donné accès à une éducation soignée. Son père, John Chaucer, avait des liens importants avec la cour royale, facilitant l'ascension sociale de son fils. Dès son adolescence, Geoffrey a servi comme page dans la maison de la comtesse d'Ulster. Cette position lui a permis d'observer de près les mœurs et les intrigues de l'aristocratie anglaise. En 1359, il a participé à la guerre de 100 ans en France, combattant pour le roi Édouard III. Malheureusement, il a été capturé par l'ennemi lors du siège de Reims. Le roi a personnellement contribué à sa rançon, prouvant ainsi la valeur qu'il accordait au jeune Chaucer Pompey. Après sa libération, il est entré au service du roi et a commencé à voyager pour la couronne. Il a épousé Philippa Harway, une dame d'honneur de la reine, renforçant ses liens avec la famille royale. Sa belle-sœur, Catherine Swynford, deviendra plus tard la troisième épouse de Jean de Gand. Jean de Gand, duc de Lancastre, est devenu le protecteur le plus puissant et le plus constant de Chaucer. Dans les années 1360, Chaucer a commencé à écrire de la poésie, fortement influencé par la mode française, Il a traduit le célèbre Roman de la Rose, une allégorie courtoise sur l'art d'aimer. Sa première œuvre majeure originale fut le livre de la Duchesse, une élégie pour Blanche de Lancastre. Ce poème montrait déjà son talent pour mélanger émotions personnelles et conventions littéraires. Dans les années 1370, Chaucer a été envoyé en mission diplomatique en Italie, une expérience transformatrice. Il a visité Gênes et Florence, découvrant la richesse de la Renaissance italienne naissante. C'est là qu'il a probablement rencontré ou lu les œuvres de Dante, Pétrarque et Boccace. L'influence italienne a marqué un tournant décisif dans son style, l'éloignant des modèles français. À son retour, il a obtenu le poste lucratif de contrôleur des douanes au port de Londres. Pendant 12 ans, il a concilié son travail administratif, exigeant avec sa passion pour l'écriture. Il vivait alors au-dessus de la porte d'Aldgate, observant le flux constant des voyageurs entrant dans la cité. Cette position lui a offert une vue imprenable sur la diversité de la société anglaise. Son poème « Le Parlement des oiseaux » explore la nature de l'amour à travers une allégorie aviaire. Il y utilise la forme du rêve, un genre très populaire au Moyen-Âge, pour explorer des idées philosophiques passées. Dans la maison de la renommée, il médite sur la nature éphémère de la gloire humaine. L'aigle d'or qui guide le narrateur rappelle clairement l'influence de Dante Alighieri. Cependant, c'est avec Troilus et Criseyde que Chaucer atteint sa pleine maturité artistique. Cette œuvre est souvent considérée comme le premier grand roman psychologique en anglais. Il y adapte l'histoire de Boccace en y ajoutant une profondeur émotionnelle inédite. Le personnage de Criseyde est dépeint avec une nuance et une complexité rares pour l'époque. Chaucer ne la juge pas sévèrement, mais montre les circonstances difficiles des femmes en temps de guerre. Après ce chef-d'œuvre, il a commencé la légende des femmes vertueuses, peut-être sur ordre de la reine. Ce recueil raconte les histoires de femmes célèbres de l'Antiquité trahies par des hommes. C'est dans le prologue de cette œuvre qu'il introduit pour la première fois le couplet héroïque. Mais l'œuvre qui allait assurer son immortalité est sans conteste les Contes de Canterbury. Il a commencé à y travailler vers la fin des années 1380 et y a consacré le reste de sa vie. Le cadre narratif est un pèlerinage vers le sanctuaire de Thomas Becket à la cathédrale de Canterbury. Un groupe hétéroclite de pèlerins se rassemble à l'auberge du Tabar à Southwark. L'aubergiste Aribaï propose un concours de contes pour passer le temps pendant le voyage. Chaque pèlerin devait raconter 2 histoires à l'aller et 2 au retour. Un projet ambitieux. Le prologue général est un chef-d'œuvre de description sociale et de satire subtile. Chaucer y présente des personnages de toutes les couches de la société médiévale, sauf la très haute noblesse et les serfs. Le chevalier est décrit comme un modèle de chevalerie, digne et courageux. Son fils, l'écuyer, est un jeune homme passionné, frisé et vêtu à la dernière mode. La prieure est une figure ambiguë, plus soucieuse de ses manières de table que de sa vocation spirituelle. Le moine préfère la chasse et les beaux chevaux à l'étude et à la prière dans le cloître. Le frère mendiant est un séducteur jovial qui connaît mieux les tavernes que les léproseries. La bourgeoise de Bath
est l'un des personnages les plus mémorables. Veuve 5 fois et pleine de vie. Elle revendique la souveraineté des femmes dans le mariage et défend le plaisir charnel. Son prologue est une confession autobiographique audacieuse qui remet en cause l'antiféminisme clérical. Le meunier est un homme grossier et fort qui raconte une histoire paillarde pour contrer celle du chevalier. Son conte est un fabliau hilarant mettant en scène un vieux charpentier trompé par sa jeune femme. Le prêtre de la nonne raconte une fable animale brillante sur un coq vaniteux et un renard rusé. Cette histoire explore les thèmes de la prédestination et de la flatterie sous une forme légère. Le pardonneur est un personnage sinistre qui vend de fausses reliques et des indulgences. Il prêche contre l'avarice tout en étant lui-même l'incarnation de la cupidité. Son conte, ironiquement, est une parabole morale puissante sur 3 ivrognes cherchant à tuer la mort. L'étudiant d'Oxford est pauvre et maigre, préférant acheter des livres plutôt que de la nourriture. Chaucer utilise ses personnages pour peindre une fresque vivante de l'Angleterre du XIVe siècle. Il ne se contente pas de raconter des histoires. Il adapte le style de chaque conte à la personnalité du narrateur. C'est une véritable anthologie des genres littéraires médiévaux, romances, fabliaux, sermons miracles, etc. Chaucer s'inclut lui-même dans le récit, mais comme un personnage timide et maladroit. Lorsque c'est son tour, il raconte une parodie de romance si mauvaise que l'aubergiste l'interrompt. C'est une touche d'autodérision géniale qui montre l'humour moderne de l'auteur peintre. L'œuvre est restée inachevée à la mort de Chaucer, avec seulement 24 contes écrits sur les 120 prévus. Pourtant, même incomplète, elle reste l'une des œuvres les plus importantes de la littérature mondiale. La langue de Chaucer, le moyen anglais, était la langue vernaculaire de Londres à l'époque. Avant lui, la littérature sérieuse s'écrivait surtout en latin ou en français. Il a prouvé que l'anglais était une langue capable de grande beauté, de complexité et de subtilité. Son vocabulaire est riche, mélangeant des mots anglo-saxons avec des emprunts français et latins. Il a inventé ou introduit des milliers de mots dans la langue anglaise. Au cours de sa vie, Chaucer a connu des hauts et des bas politiques importants. En 1886, il a perdu son poste aux douanes et a dû quitter Londres pour le Kent. Il a servi comme juge de paix et député au Parlement, montrant son engagement civique impatient. La mort de sa femme Philippa en 1387 a dû être un coup dur pour lui. Cependant, cette période difficile a coïncidé avec sa phase d'écriture la plus productive. Le retour au pouvoir de Jean de Gand et l'accession au trône d'Henri IV ont rétabli sa situation. Le roi lui a accordé une pension plus généreuse, lui assurant une fin de vie confortable. Chaucer a loué une maison dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster peu avant sa mort. Il est mort le 25 octobre 1400. Selon l'inscription sur sa tombe, il a été le premier poète à être enterré dans ce qui est devenu le Poets' Corner. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les écrivains des siècles suivants. L'imprimeur William Caxton a publié une des premières éditions imprimées des Contes de Canterbury. Cela a contribué à fixer le texte et à diffuser son œuvre bien au-delà des cercles manuscrits. L'influence de Chaucer sur la littérature anglaise est incalculable et perdue aujourd'hui. Il a établi le pentamètre iambique comme le maître dominant de la poésie anglaise. Sa capacité à mélanger le tragique et le comique a ouvert la voie à Shakespeare. Son réalisme et son attention aux détails quotidiens ont préfiguré le roman moderne. Il reste un observateur perspicace et indulgent de la nature humaine. Ses œuvres sont toujours étudiées, adaptées et aimées par des millions de lecteurs. Geoffrey Chaucer n'est pas seulement une figure historique, c'est une voix vivante qui nous parle à travers les siècles. Son héritage est celui d'une littérature ouverte sur le monde, curieuse et profondément humaine. Il nous rappelle que malgré les changements d'époque, les passions et les folies humaines restent les mêmes. Chaucer a su capturer l'essence de son temps tout en écrivant pour l'éternité. Il a donné à l'Angleterre sa voix littéraire propre, distincte de celle du continent. Ses portraits de femmes, bien que parfois stéréotypés, montrent souvent une empathie surprenante. Il a remis en question les hiérarchies sociales rigides de son temps par l'humour. Sa curiosité intellectuelle l'a poussé à écrire aussi des traités scientifiques, comme sur l'astrolabe. Il a écrit ce traité pour son fils Lewis, montrant son côté paternel tendre. Cela prouve qu'il était un homme de la Renaissance avant l'heure, intéressé par tout. Son œuvre, The House of Fame, contient des réflexions sur la physique du son très avancées. Il était un véritable polyglotte, traduisant du latin, du français et de l'italien.
Cette ouverture d'esprit a enrichi la culture anglaise de trésors européens. Les pèlerins de Chaucer ne sont pas des caricatures, mais des individus avec leur propre voix. Le conflit entre l'expérience et l'autorité livresque est un thème récurrent chez Luguintoin. La bourgeoise de Bath incarne la défense de l'expérience vécue contre les textes anciens. Chaucer a aussi exploré les genres religieux avec des contes de piété Saint-Serpent. Le conte de la prieure, bien que controversé aujourd'hui, reflète la ferveur mariale de l'époque. Il n'hésitait pas à critiquer la corruption de l'Église, anticipant parfois la réforme. Pourtant, il est resté un chrétien fidèle, terminant ses contes par une rétractation de ses œuvres profanes. Cette rétractation finale est souvent vue comme une convention pieuse face à la mort. Mais elle montre aussi la tension entre l'art et le salut qui habitait l'homme médiéval. L'humour de Chaucer est souvent qualifié de bon enfant, mais il peut être aussi très incisif. Il manie l'ironie avec une maîtrise que peu d'écrivains ont égalée. Ses descriptions de vêtements et de nourriture sont d'une précision délectable. Il nous donne à voir, à entendre et à sentir le Moyen-Âge comme personne d'autre. Les manuscrits enluminés de ses œuvres, comme le manuscrit d'Ellesmer, sont des trésors d'art. Ces illustrations nous aident à visualiser les pèlerins tels que ses contemporains les voyaient. Chaucer a vécu sous 3 rois, Édouard III, Richard II et Henri IV. Il a su naviguer les eaux dangereuses des changements de régime sans perdre sa tête. Sa discrétion et son diplomatie lui ont servi autant que son talent littéraire. On sait peu de choses sur sa vie privée. Ses sentiments intimes restent cachés derrière ses vers. C'est peut-être cette énigme qui le rend si fascinant pour les biographes. Il a transformé la poésie anglaise d'un divertissement local en un art de niveau européen. Les écrivains écossais du XVe siècle, les Nakars, l'ont reconnu comme leur maître. Edmund Spenser l'a appelé le puits d'anglais sans souillure. Au XIXe siècle, les pré-raphaélites ont redécouvert et adoré son imagerie visuelle. Aujourd'hui, des sociétés Chaucer existent dans le monde entier pour étudier son œuvre. Il est l'un des rares auteurs médiévaux dont l'humour fonctionne encore parfaitement. Sa compréhension de la psychologie des foules dans les contes est étonnamment moderne. Il montre comment des gens très différents peuvent coexister, se disputer et voyager ensemble. Le pèlerinage est une métaphore de la vie humaine, un voyage commun vers une fin inconnue. Chaucer nous invite à rejoindre ce cortège, à écouter les histoires et à partager le rire. Il n'impose pas de morale unique, mais laisse le lecteur juger par lui-même. Cette liberté d'interprétation est l'une des grandes forces de son écriture. Il a donné la parole à ceux qui ne l'avaient pas souvent dans la littérature. Marchands, artisans, femmes. En cela, il est un poète démocratique avant la lettre, intéressé par toutes les voix prononcées. Son œuvre est un miroir tendu à l'humanité, où nous pouvons encore nous reconnaître. Chaucer, par son génie et son humanité, a mérité son titre de père de la littérature anglaise. Son étoile continue de briller au firmament des grands esprits de l'histoire. Lire Chaucer, c'est toucher du doigt la vie vibrante et colorée du Moyen-Âge. C'est aussi rencontrer un ami spirituel, sage et drôle, par-delà les siècles. Pour toutes ces raisons, Chaucer restera à jamais un géant de la culture mondiale. Son voyage de Londres à Canterbury est devenu un voyage éternel dans l'imaginaire humain.